Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, lorsqu'on va faire appel à un agent immobilier, la différence entre les agences immobilières et dans un deuxième temps, les agents immobiliers. Je rappelle, tous les agents immobiliers, comme on les appelle, ne sont pas des agents immobiliers. Donc, on va voir la distinction, les avantages, les inconvénients dans cette vidéo. Alors, le sommaire de cette vidéo. Donc, premièrement, on va voir la sélection de l'agence immobilière. Dans un deuxième temps, on verra donc l'agent immobilier. Et pour finir, le négociateur ou le conseiller immobilier. Allez, commençons par quelques chiffres. Aujourd'hui, environ 60%, c'est la part de transactions de logement réalisées par les professionnels de l'immobilier. Contrairement à d'autres pays, aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par les professionnels de l'immobilier. Si toutefois vous regardez l'actualité, aujourd'hui, il y a un avis de l'autorité de la concurrence concernant l'entremise immobilière. Aujourd'hui, c'est fortement possible qu'il y ait une déréglementation qui est inquiétante, bien sûr, on va dire en défaveur des professionnels de l'immobilier. Alors, rien aujourd'hui est acté, toutefois, voilà, notamment au niveau des entremises, il y a quand même pas mal, on va dire, de modifications. Nombreuses études aujourd'hui, c'est le ministère de l'économie et des finances qui a saisi justement l'autorité de la concurrence, notamment au niveau de la situation concurrentielle du marché français et de l'entremise immobilière. Ils ont tout simplement constaté que les honoraires aujourd'hui d'agence étaient plus élevés que l'ensemble justement des pays européens. Bref, dans tous les cas aujourd'hui rien n'est acté, on verra ça justement au cours du temps. Si évidemment il y a des modifications, on en parlera sur cette chaîne YouTube. Alors lorsqu'on va désirer justement ou souhaiter vendre son bien, comment on va procéder? Il y a trois options. Premièrement, ça va être les réseaux d'agences immobilières. Donc, les plus connus, donc Stéphane Plaza évidemment. Stéphane Plaza n'est pas dans chaque agence immobilière aussi au passage. Deuxièmement, voilà, on a Orpi, La Forêt, on a vraiment les plus connus, Century 21, ainsi de suite. Deuxièmement, on a les agences indépendantes. Les agences indépendantes, c'est des personnes, des agents immobiliers détenant une carte T qui ont créé leur agence immobilière. Et pour finir, on a les mandataires immobiliers qui dépendent de réseaux. Le plus connu, c'est IAD. Alors, quels critères prendre en compte lors du choix d'une agence immobilière? Premièrement, c'est la proximité géographique par rapport à votre logement. Logiquement, évidemment, l'agence en question qui se situe à proximité de votre bien ou le conseiller, le mandataire, on verra ça par la suite, logiquement connaît très bien le secteur. De ce fait, vous devez premièrement on va dire, mandater, les constater, faire une estimation, vraiment les acteurs qui sont à proximité de votre logement. Deuxième point, c'est le niveau de professionnalisme, notamment des agents immobiliers. Le but, c'est d'avoir un professionnel en face de nous. C'est pas quelqu'un qui a eu son diplôme la veille dans un paquet de chips. On verra ça par la suite. Aujourd'hui, mandataire, conseiller ou quoi, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme. Voilà, il n'y a aucun niveau requis. Troisièmement, c'est l'efficacité de la publicité pour votre annonce immobilière. Le but étant, c'est que votre bien soit visible. Si c'est pour le mettre sur le bon coin, tout le monde en est capable. Aujourd'hui, il y a divers logiciels comme le logiciel Amepi, on en parlera plus tard, qui est vraiment très intéressant aujourd'hui lorsque vous confiez votre bien au sein d'une agence immobilière. Quatrième point, ça va être la transparence et la compétitivité justement des frais d'agence. Le but étant, c'est que voilà, les honoraires soient cohérents, pas trop faibles, pas trop hauts. Éventuellement, si vous avez à les négocier, ça peut être jouable. Mais aujourd'hui, moi, à titre indicatif, je préfère payer des honoraires chers, enfin un peu plus élevés que la moyenne, mais que le travail soit irréprochable, ça dans la plupart des cas, que avoir aujourd'hui des honoraires moins chers et un travail qui est, on va dire, médiocre. Je rappelle aujourd'hui, un achat, une vente immobilière, c'est normalement l'investissement le plus important de votre vie. Donc, s'il vous plaît, entourez-vous de personnes compétentes. Cinquième point, la réputation, la notoriété de l'agence immobilière. Aujourd'hui, dans différents marchés, dans différentes villes, il y a vraiment une réputation, une notoriété de certaines agences immobilières. N'hésitez pas à les rencontrer, à faire une estimation et pourquoi pas leur confier un mandat. Donc, si on refait un petit récap, proximité, il faut avoir quelqu'un en face de vous, un professionnel. Je rappelle, un agent immobilier qui est bon, c'est un technico-juridico-commercial. Donc, il faut s'entourer de gens performants, notamment lorsqu'on va effectuer une vente ou un achat, car je rappelle, c'est l'investissement le plus important de votre vie. Petite image qui justement reprend le principe de l'iceberg d'une transaction immobilière. Alors évidemment, on a une partie immergée, une partie submergée. Donc la partie qui est submergée, ça va être les honoraires, ce que voient les gens. Évidemment, dans un premier temps, ils vont constater les honoraires. Alors tout de suite, c'est là évidemment où il y a une petite négoce à se faire, où il faut toujours se justifier. Mais évidemment, les gens oublient la partie qui est immergée. Pourtant, c'est la partie la plus importante. Encore une fois, ce principe s'applique à tout tas de métiers. Donc, ce que les gens ne voient pas, c'est les heures de prospection. Je rappelle, un agent immobilier, il doit prospecter
énormément. Généralement, on a un horaire qui est prédéfini, mais un agent immobilier aujourd'hui qui ne fait pas la prospection, pour moi, c'est pas forcément un bon agent immobilier. Hormis si on a un très très bon réseau, mais encore une fois, avant de se développer un réseau, la personne a dû faire la prospection. Deuxièmement, c'est les heures d'évaluation et de présentation. Aujourd'hui, les estimations sont gratuites. Au préalable, avant, elles étaient payantes. Évidemment, tout travail mérite salaire. Or, aujourd'hui, les agents immobiliers doivent effectuer de nombreuses estimations, évidemment à chaque fois à titre, on va dire, gratuit. Troisième point, c'est les heures et justement les conseils ainsi que le suivi des clients. Encore une fois, est-ce que c'est judicieux de vendre? Pourquoi? On va calculer éventuellement la plus-value, on va les conseiller. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au marché de location, c'est intéressant? Il y a un rôle à faire aujourd'hui. Je rappelle, il y a un rôle de conseil. Notamment, c'était régi par la loi Hogue. Quatrième point, c'est les heures de visite. Je rappelle, on fait énormément de visites. Également, la négociation à prendre en compte. Derrière, les heures de formation qui sont aussi obligatoires. Et pour terminer, c'est l'engagement, la discipline, les échecs, les doutes. Le métier de transactionnaire, c'est vraiment les montagnes russes. On a des hauts, on a des bas. Il faut avoir une certaine pugnacité pour faire face justement à ces changements, on va dire, de tension, d'humeur et d'émotion. Alors, on va voir maintenant quelle est la différence entre un agent immobilier et un négociateur immobilier. Alors d'un côté, on a un agent immobilier qui est généralement directeur d'agence, et d'autre côté, on a les conseillers ou les négociateurs immobiliers. Encore une fois, n'hésitez pas aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points, à me le mentionner dans les commentaires. Deuxièmement, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner afin de me soutenir. Allons-y, commençons par l'agent immobilier. Donc j'ai fait une petite mind map, tout simplement pour vous illustrer mes propos. Je trouve ça un peu plus clair. Premièrement, l'agent immobilier, il est entièrement autonome. Il a une capacité juridique d'ouvrir sa propre agence immobilière et de superviser l'intégralité d'une transaction immobilière. Alors aujourd'hui, pourquoi il peut réaliser justement ces différentes tâches? Notamment parce qu'il y a une délivrance d'une carte professionnelle, c'est-à-dire une carte T, une carte transaction. Alors, premièrement, il faut avoir une aptitude professionnelle. Cette aptitude, on peut l'obtenir sous différents cas. Aujourd'hui, on peut passer un BTS immobilier, donc un BTS profession immobilière. On peut également aujourd'hui, avec un bac+3, dans certains cas, donc un bac+3 commerce, économie ou en droit. Alors là aujourd'hui ça risque peut-être de changer, notamment comme je l'ai mentionné au début de la vidéo avec l'autorité des concurrences. Enfin bref, il risque aujourd'hui éventuellement de modifier cet aspect-là. J'ai une dire aussi ce qui est logique, quelqu'un qui a un bac+3 et qui connaît rien en immobilier parce qu'il a fait une école de commerce, aujourd'hui pourquoi il pourrait créer sa propre agence et effectuer une transaction immobilière? À un moment donné, il faut que ce métier soit minimum encadré. Troisième point, c'est un bac+3, c'est-à-dire une licence ou un bachelor, notamment dans l'immobilier. Pour ceux qui sont titulaires justement d'un baccalauréat, 3 ans aujourd'hui en tant que salarié, évidemment, il faut absolument que vous travaillez dans le secteur en question. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes salarié en gestion, au bout de 3 ans, vous aurez une carte G. Donc il faut absolument que vous soyez salarié dans un secteur, notamment la transaction, si vous souhaitez justement obtenir cette carte, la carte T. Si vous n'avez pas le baccalauréat, pas de panique, soit 10 ans en tant que salarié, pareil, il faut travailler dans la branche en question, donc dans la transaction, soit 4 ans si vous êtes cadre. Alors ceci, c'est juste pour l'aptitude professionnelle. Évidemment, après, il faut s'immatriculer au RCS, avoir une assurance responsabilité professionnelle, donc une RCP, et d'ailleurs une souscription d'une garantie financière. Et bien sûr, derrière une obligation d'une formation continue, donc c'est 42 heures tous les 3 ans ou 14 heures tous les ans. De l'autre côté, nous avons les négociateurs ou les conseillers immobiliers, ainsi de suite, ainsi que les mandataires, on peut les mettre également dedans. Ce sont des professionnels qui travaillent pour le compte d'une agence ou sous le compte ou sous les couleurs d'un réseau immobilier, titulaires d'une attestation professionnelle. Évidemment, ils sont soumis à une formation continue, donc formation loi Allure, comme j'ai mentionné précédemment pour l'agent immobilier. Ils ne peuvent réaliser jamais aucune transaction pour leur propre compte. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence qui est non négligeable, pas besoin de diplôme spécifique. C'est-à-dire aujourd'hui, une personne qui a travaillé 10 ans chez la Poste, qui a été boucher, poissonnier ou ce que vous voulez, cette personne peut effectuer une transaction immobilière, même avec une connaissance qui est relativement faible. Parce qu'après derrière, ils ont bien sûr des formations internes, même si moi je trouve que c'est un peu juste, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de diplôme. Et dernièrement, il n'est pas également habilité à rédiger un compromis de vente. Donc ça, c'est de l'avant-contrat, c'est une signature signalématique, et ce qui me semble normal. Lorsqu'on n'a pas de diplôme en question, pourquoi on pourrait aujourd'hui rédiger un compromis? Alors les statuts du conseiller immobilier. Alors aujourd'hui, il y a différentes options. Soit la personne travaille au sein d'une agence immobilière, ce que je recommande lorsqu'on va débuter, parce qu'on va être encadré, on aura une formation également, mais on sera vraiment, on va dire, pas lâché tout seul, comme par exemple les mandataires immobiliers. De ce fait, les mandataires immobiliers sont très intéressants pour une personne qui est performant, qui fait un nombre de ventes qui est considérable,
car notamment, on verra ça par la suite, il aura un taux d'honoraires, il va prendre à peu près plus de 80% des honoraires de la vente. En revanche, lorsque vous travaillez dans une agence immobilière, évidemment, vous avez des honoraires qui sont beaucoup plus faibles. Donc ce qui peut être judicieux, c'est deux options. Soit vous commencez dans une agence immobilière, vous créez votre réseau, vous vous développez et derrière vous prenez votre envol, soit sur un réseau mandataire, soit vous créez votre propre agence immobilière. Dans une agence immobilière, on aura toujours soit l'agent co, qui est surtout recommandé car ça coûtait moins cher aujourd'hui pour le directeur d'agence, soit derrière vous serez VRP, c'est-à-dire une avance sur commission. Pour le réseau mandataire, vous serez toujours agent co. Alors voici un petit tableau qui fait un petit récap, donc ça vient tout simplement de Maison des mandataires, donc évidemment ça va un petit peu dans le sens des mandataires. Peu importe, aujourd'hui c'est une petite comparaison entre un agent immobilier, un mandataire indépendant et un notaire. Mandataire, conseiller, c'est la même chose, ok, on met tout le monde dans le même panier. Techniquement, tout le monde peut faire la même chose, que ce soit l'estimation, que ce soit la signature du mandat, très important. C'est là généralement il y a des erreurs. Également, la personne qui n'a pas forcément les compétences fait des erreurs. Et le problème, c'est que c'est répercuté sur les personnes qui sont, on va dire, compétentes dans leur domaine. Le but étant, c'est qu'il y a un métier qui est réglementé, c'est un métier où on doit être rigoureux. Donc, si un mandat, quand les personnes ne sont pas propriétaires, à un moment donné, il faut peut-être changer de métier. Alors, il y en a certains qui vont rigoler, mais malheureusement, ça arrive, ok? Donc, on verra ça par la suite. Il faut à chaque fois demander l'état hypothécaire. Diffusion de l'annonce, pareil, tout le monde peut faire évidemment. L'organisation des visites, pareil. Analyse, justement, des offres, donc la négoce, tout le monde peut le faire. Par contre, là où il y aura une sélection, ça va être au niveau de la signature du compromis de vente. Aujourd'hui, un agent immobilier peut rédiger sa signature compromis de vente. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Techniquement, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien, afin justement de justifier ses honoraires, qu'un agent immobilier rédige un compromis. Même si aujourd'hui, un notaire a l'habitude, un agent immobilier aujourd'hui peut rédiger un compromis. Il a tout à fait des capacités. Et pour finir, le notaire. Donc, le notaire peut tout faire. On se met d'accord, le notaire, c'est un officier public, ainsi qu'un officier ministériel. De ce fait, il peut vraiment réaliser toutes les tâches. Par contre, l'élément qui va vraiment se différencier par rapport aujourd'hui aux agents immobiliers, ça va être la signature de l'acte final. On est obligé de passer chez le notaire. Alors certaines personnes, voilà, les appellent les collecteurs d'impôts. C'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver à la fin, l'acte final, évidemment, les émoluments, c'est-à-dire les honoraires de notaire, ça prend une petite partie. Bien sûr, l'autre partie, la grande partie, c'est pour l'État. Bon, c'est la vie, c'est du processus. Allez, petit graphique pour justement qu'on puisse observer les différences entre un réseau d'agences immobilières, donc via par exemple les mandataires, et une agence immobilière classique, les différences. Premier point, on va commencer par les mandataires. Déjà, le système est très ingénieux. Honnêtement, c'est très bien fait. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le mandataire conserve la majeure partie des honoraires. Donc ça, c'est un très bon point. Si vous êtes performant, si vous avez un certain réseau, basculez plutôt du côté des mandataires, parce que vous allez récupérer des honoraires qui vont être plus importants. Par contre, tous les mois, il faudra reverser, bien sûr, au réseau en question un forfait. Voilà pourquoi aujourd'hui, les réseaux cherchent à recruter énormément. Donc, qui dit quantité, qui dit pas forcément qualité. Et c'est ce que je reproche un peu envers les réseaux. Parce que par la suite, les gens aujourd'hui font une confusion entre un mandataire et un agent immobilier. Pour eux, tout le monde est un agent immobilier. Sauf que quand on recrute quelqu'un qui n'a malheureusement pas les connaissances, qui ne s'est pas formé correctement, eh bien, bonjour les dégâts. Deuxième point, ça va être aujourd'hui que le mandataire ne dispose pas aujourd'hui d'espace physique. C'est-à-dire qu'il n'a pas aujourd'hui de locaux, il ne peut pas accueillir de personnes. Troisième point, il n'est pas habilité justement à rédiger un compromis. Et oui, je rappelle, il n'y a pas une carte T, il est titulaire de la carte d'un professionnel. Dernier point, le montant des honoraires est généralement plus compétitif qu'une agence classique. On se situe entre 3 et 5. Alors pourquoi les mandataires sont moins chers? Pourquoi leurs honoraires sont plus intéressants? Premièrement, c'est de les charges. Ils auront beaucoup moins de charges qu'une agence. Ils n'ont pas de locaux. Donc, ceci étant, ces deux points, aujourd'hui, les agences immobilières classiques vont le répercuter sur leurs honoraires. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'il y a une différence? Je viens de vous dire, ça va dépendre de la personne que vous avez en face. Si aujourd'hui, le mandataire que vous avez en face, c'est quelqu'un qui a fait 15 ans d'immobilier, qui aujourd'hui, au préalable, était avant un ancien directeur d'agence, qui aujourd'hui a plus de 10 ans d'expérience, qui a travaillé dans les agences immobilières, allez-y, il est mandataire à son compte, c'est parce que voilà, il souhaite tout simplement que ses honoraires lui reviennent directement, qu'on ne donne pas quasiment plus de 50% à une agence immobilière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même dans certains cas, c'est plus. N'hésitez pas à mentionner dans les honoraires si certains souhaitent justement mentionner leurs honoraires, ce qu'ils doivent tout simplement à une agence immobilière. Donc pour diverses raisons, c'est vrai que ça peut être intéressant de basculer sur un réseau mandataire. Allez, maintenant on va voir justement les agences immobilières. Donc soit une agence indépendante, soit une agence franchisée, sous Thierry 21, Stéphane Plaza, ainsi de suite. Donc premièrement, la première différence, c'est le local. Toute agence aujourd'hui immobilière possède un local sur lequel généralement ils peuvent mettre les petites annonces. C'est la première différence.
Deuxième point, c'est les honoraires. Comme je mentionnais précédemment, les honoraires d'agence sont plus chers en raison notamment du local. Est-ce que c'est justifié? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce qu'aujourd'hui avoir une petite fiche sur la vitrine, est-ce que c'est justifié? Ça dépend de chacun. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 95% des transactions s'effectuent sur Internet. Par contre, pour certaines personnes, ça va les rassurer justement de visualiser l'agence en question. Par contre, gros point fort, ça va être le système AMEPI, c'est-à-dire c'est l'association des mandats exclusifs. Alors, qu'est-ce que c'est que le fichier AMEPI? D'abord, l'AMEPI, c'est un ensemble aujourd'hui, c'est un ensemble d'agences indépendantes, membres ou non, ainsi que les syndicats, donc FNIM, UNIS, SNPI, ainsi que d'autres réseaux tels que Century 21, Guy-Hockey, et ces réseaux justement ont accès à l'AMEPI. Par ailleurs, les réseaux mandataires ne peuvent pas bénéficier car tout simplement ils ne sont pas en adéquation avec les règles fixées par le fichier AMEPI, c'est-à-dire disposer d'un lieu pour recevoir du public, ainsi que détenir une carte professionnelle et faire contrôler son registre des mandats. De ce fait, aujourd'hui, les mandataires n'ont pas accès. Pour autant, c'est un outil qui est relativement puissant, que ce soit pour justement les agences immobilières, mais également pour les vendeurs. En effet, donc l'AMEPI, c'est une association des mandats exclusifs des professionnels de l'immobilier, créée en 2005 par les 3 syndicats immobiliers nationaux, donc FNIM, l'UNIS et la SNPI, ainsi que différentes enseignes. L'ensemble justement des adhérents du fichier AMEPI partagent des mandats exclusifs, dont l'unique intérêt en fait est celui du particulier. C'est-à-dire aujourd'hui, l'AMEPI compte à peu près 20 000 utilisateurs qui couvrent environ 12 000 villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous confiez dans une agence immobilière via un mandat exclusif, celle-ci est adhérente à l'AMEPI, alors toute agence qui est adhérente pourra tout simplement constater et observer ce mandat et voir si dans sa base de données, ils n'ont pas des potentiels acquéreurs. Après avoir pris connaissance justement des différents acteurs, des différentes transactions, des différentes options, différents statuts, maintenant, comment on va procéder lors d'une vente? Alors, j'ai déjà mentionné dans une dernière vidéo, mais on va reprendre pour les petits nouveaux. Premièrement, aujourd'hui, les agents immobiliers ne peuvent rien faire tant que vous n'avez pas signé un mandat. Donc, c'est-à-dire pour l'estimation, a priori, vous pouvez faire comme bon vous semble, car vous n'êtes pas attaché, vous n'avez rien signé. Deuxièmement, les estimations sont gratuites. Donc, mon petit conseil, évidemment, c'est de faire estimer votre bien par 5 agents immobiliers. Donc, entre parenthèses, tout le monde, si je puis me permettre. Alors, comment on va procéder? Vous leur mentionnez que la plus haute, l'estimation la plus haute, vous ne la prenez pas en compte, et l'estimation la plus basse également. De ce fait, les agents immobiliers devront aujourd'hui faire une estimation poussée. N'hésitez pas également à leur dire derrière que l'agence qui va être sélectionnée, vous avez confié un mandat exclusif. Comme ça, vous aurez vraiment des estimations de qualité. À ce moment-là, les 3 dernières, vous faites une petite moyenne et vous signez avec, entre guillemets, l'agent immobilier avec qui vous avez le plus, on va dire, de feeling, entre guillemets, avec lui. Allez, petite conclusion, donc la vidéo fait quand même plus de 20 minutes, je suis désolé, elle est un peu longue, mais je voulais vraiment être précis sur ces différences, car mine de rien au quotidien, en tant que professionnel, je me constate qu'il y a certaines personnes, entre guillemets, font ces confusions, et pour moi, il y a quand même une grande différence. En réalité, aujourd'hui, pour les clients, que ce soit pour acheter ou pour vendre, la différence entre une agence immobilière ou un mandataire est minime. Les facteurs déterminants sont quoi? Ça va être les honoraires, l'expérience du professionnel, ça c'est clé, et votre ressenti personnel. Faites confiance aux recommandations, aux retours d'expérience et évaluez la qualité, la fiabilité du professionnel de l'immobilier. Aujourd'hui, il faut avoir quelqu'un qui est technico-juridico-commercial. En fin de compte, l'agent immobilier, bien qu'il soit souvent entre guillemets plus qualifié que le mandataire, bien sûr, ne représente pas toujours un avantage significatif pour le client. Parce que le client, techniquement, il voit toujours en face de lui un agent immobilier. Même s'il est capable aujourd'hui de fournir des conseils juridiques et de recevoir des fonds ou de signer des compromis de vente, généralement, il délègue ces différentes tâches au notaire. Et oui, il y a même des agents immobiliers aujourd'hui qui préfèrent tout simplement déléguer ces tâches au notaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, rédiger un compromis, c'est long, c'est pénible, mais j'estime aujourd'hui que lorsque le vendeur, entre guillemets, vous mandate, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'à la signature du compromis et le rédiger. Allez, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Comme d'habitude, la petite question, connaissez-vous ces différences? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez appris quelque chose ou non? Évidemment, vous connaissez cette fameuse différence entre conseiller mandataire, agent immobilier. Voilà, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Allez, salut, bye bye.